Bonjour à tous, vous regardez Click Talk et aujourd'hui on reçoit Colline. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Donc t'es né et t'as grandi en Martinique. Et je me demande quelle musique on écoute quand on est une jeune Martiniquaise. Du zouk? Que ça? Non, pas que ça, évidemment. Mais oui, quand même, du zouk, ouais. Tu penses à quel artiste? On écoute du zouk, mais on écoute de la chanson française, on écoute pas mal de choses. En plus, on est à côté des États-Unis, donc on écoute beaucoup de musique caribéenne. Quand je dis zouk, je pense plutôt à la musique caribéenne en général, parce que la musique là-bas, elle est très très riche. Mais on est aussi une île française, donc on écoute toutes les musiques qui passent aussi en France, aux États-Unis, parce qu'on est aussi pas loin. Et voilà. Quels sont les artistes qui t'ont marqué, toi, dans ta jeunesse? Il y en a beaucoup. Britney, en vrai. Ok. On va dire Britney. Hein. Alors, si tu dois en retenir une, c'est elle? Je pense, oui. Quand t'es une petite fille, ouais. Je pense. Parce que c'était... Il y avait qui d'autre à part elle, vraiment? Non, c'est ouais, elle, je pense. Donc t'as quitté la Martinique pour venir en France. Ouais. Et même si l'île est rattachée au pays, c'est quand même des cultures qui sont très différentes. Comment toi tu vis ce décalage quand tu arrives en France? J'en rêvais en fait. Du coup, je m'étais préparée depuis toute petite, de ouf, à partir. Et tout ce qui pouvait être contraignant, je le vivais comme un truc de ouf, en fait. J'avais tellement envie de découvrir autre chose, de partir et tout, que quand il faisait froid, j'étais contente, quoi. J'étais en galère, mais j'étais contente. Mais ouais, c'était particulier, parce que déjà, on découvre les saisons. Parce qu'en Martinique, il n'y a pas vraiment de saison. En fait, il fait toujours à peu près la même météo et tout. Donc, le printemps, l'automne et tout, c'est tout nouveau. Martinique, c'est surtout la saison des pluies, les tempêtes. Mais voilà, il fait chaud, quoi, tout le temps. Donc, il faut apprendre à s'habiller, les manteaux, les bottes et tout. Au début, on en fait toujours too much. C'est toujours trop. C'est toujours comme ça. on met tout, on met les gants, on met l'écharpe, on met le bonnet. Après, on se rend compte qu'en fait, c'est pas, ça va. On peut se détendre un peu. Mais le décalage, je l'ai appréhendé grave bien en vrai, parce que j'avais grave hâte. Et j'avais trop hâte de partir, donc je pouvais pas me plaindre. C'était moi qui... Je me suis dit, vas-y, je vais partir, faire mes études. Et j'étais trop contente de pouvoir avoir eu cette chance, ce qui n'est pas la chance de tout le monde, tu vois. Et donc je voyais pas le côté négatif de tout ça, tu vois. Donc pour toi, c'était pas contraignant de devoir se soumettre, par exemple, aux contraintes, masquer ton accent ou quoi? Non, parce que c'est pas quelque chose que j'ai vraiment réalisé. C'est pas quelque chose que j'ai conscientisé, genre, tout de suite. En fait, je pense que j'ai tellement eu envie de partir et de m'adapter que je pense que j'ai effectivement gommé des trucs hyper rapidement, sans me poser trop de questions. J'ai pas senti la contrainte. Je l'ai trop intériorisé. C'est avec un peu plus de recul, quand dans ma manière de parler, j'avais du créolisme et qu'on pouvait me reprendre avec condescendance, ou qu'on pouvait me faire des réflexions sur mes cheveux bouclés, parce que là on dirait pas, mais à la base j'ai les cheveux bouclés, ou qu'on me pose des questions sur tu viens d'où, parce que mon métissage il est un peu bizarre. Tout ça, ça m'a fait me questionner, ouais. Et c'est des choses je suis pas encore totalement... Je comprends pas encore trop ce que ça veut dire. Je découvre encore. Et comment ta famille elle a réagi quand tu leur as dit que tu voulais partir? Bon, ils le savaient déjà. Ils le savaient déjà. J'avais tellement envie de partir depuis toujours. Je l'ai gonflé avec ça, en fait. Du coup, quand je leur ai dit, bon, mais il faut que je parte, mais c'était pas trop... Enfin, je suis la première. De toute façon, j'ai 2 frères. J'étais la première qui... Dès que j'ai pu, je suis partie. Tu vois. Ça, tu vis pas trop mal la distance avec eux ou c'est toujours compliqué? Bah, tu vois, au tout début, non. C'était très bizarre. Évidemment, j'ai pleuré et tout à l'aéroport et tout. Non, je peux pas vivre sans vous. Mais en vrai, j'étais grave contente. Tu vois, je suis partie, hop là, ciao. Tu vois. Et je me suis pris le contre-coup de ça quelques années après. Et en fait, je me rendais compte que je pouvais pas passer une année sans retourner voir ma famille. Et aujourd'hui, je le ressens un petit peu plus, tu vois. Ce truc-là, famille loin et tout. C'est bizarre, je le prends maintenant le contre-coup.
c'est trop bizarre. Et tu parles un peu sur tes réseaux. Est-ce que tu penses que c'était vraiment impossible de réaliser ton rêve de faire de la musique en restant en Martinique? C'est ce que je croyais. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on peut faire de la musique aux Antilles et tout niquer. Enfin, j'en suis persuadée, ça c'est sûr. Avant, je pensais que c'était impossible. Comme si je pensais que c'était impossible de faire du cinéma et tout ça. Parce que concrètement, si tu veux faire une école de cinéma, ben, il n'y en a pas, en fait. Tu vois. Et moi, j'avais pas forcément envie de chanter du dancehall ou du zouk ou quoi quand j'étais jeune. Donc, j'arrivais pas trop à voir. Je chantais des chansons françaises. J'avais envie... Tu vois, ça collait pas, tu vois. Donc, quand j'étais plus jeune, oui, j'en étais persuadée. Et en fait, aujourd'hui, non, c'est complètement différent. Donc, tu avais deux rêves, c'était à la fois la musique et aussi le cinéma. Ouais. Aujourd'hui, tu fais de la musique, mais ton rêve de faire du cinéma, il en est où? Bah, je réalise mes clips. Ok. Donc, du coup, en faisant de la musique, pour l'instant, là, je comble un peu mes deux passions. Donc, ça va, je suis contente. Et est-ce que toi, tu arrives à gérer un peu cet équilibre entre la vie perso et la vie professionnelle? Pas vraiment, parce que ça prend tellement tout mon temps que ça fait partie de moi, en fait. Mon quotidien, c'est créer, quoi. Donc, mon cerveau, il ne pense qu'à ça tout le temps. Donc, ça se diffuse un peu dans mes relations avec les gens. Quand je suis avec des gens, c'est vrai que c'est quelque chose que je suis toujours mon cerveau est toujours réveillé, tu vois. Il est toujours en train de se poser des questions sur mon projet. C'est comme ça que je suis, mais depuis toujours, hein, sans que j'ai de projet concret. J'ai toujours eu envie de faire de chanter, de faire des vidéos, j'ai toujours fait ça, en fait. Donc, ça fait partie de moi. Donc, je cherche pas non plus vraiment forcément à scinder. Parfois, j'essaye pour essayer de bien profiter de mes proches. Mais j'avoue, c'est comme ça que je suis, quoi. Sur ton Insta, on peut retrouver une chanson en créole. Tu dis que tu apprenais à le parler, justement. Hey oh papa, arrêtez d'y corps pour que mon cœur ou paie pas. Un monde qui peut passer, un monde qui veut pas. Avancer, c'est pas sans peine, chiller, c'est pas la peine, non. Pas pépé, c'est petit papa, pas pressé, mes pensées, toute peur du passé. Pensez positif, mais pas penser passif pour pépéter toute pote qui ouvre les pétés. Qu'est-ce que cette langue, elle représente pour toi? Bah, c'est la langue de mon île. C'est une langue qui est très complexe, qui est très belle, très riche, très mélodieuse aussi. Chanter en créole, c'est d'une puissance folle. Et c'est une langue qui a toute une histoire et qui est très complexe parce que pendant longtemps, on interdisait de parler créole, tu vois. Dans les familles et tout, parfois c'était compliqué. C'était considéré comme une langue qui était impolie, quoi. Et donc on ne pouvait pas parler créole à l'école, alors que c'est une langue, en fait. Et j'avoue, c'est un de mes grands regrets, c'est de ne pas avoir réellement appris le créole, tu vois, quand j'y étais. Donc c'est trop bizarre de se dire que j'apprends le créole à Paris, tu vois. Mais bon, on en est là, tu vois. J'apprends le créole ici. Alors que, tu vois, c'est ma langue, quoi. Autant que le français. Si ce n'est plus, ça se trouve, tu vois. Et est-ce qu'un jour, tu comptes interpréter des morceaux en créole ou pas du tout? J'en ai des chansons en créole. Et on les entendra un jour? Peut-être. Peut-être. En tout cas, si je le fais, je veux le faire bien. Je veux pas... je veux être à la hauteur, tu vois. Il y a des très grands artistes qui chantent en créole. J'ai pas envie de le faire par coquetterie. Si je le fais, je veux que ça soit bien fait. Donc, je me laisse le temps, tu vois, de laisser mûrir le truc, de bien maîtriser la chose, tu vois. J'ai envie de porter ça dignement, fièrement, tu vois. Trouver son empreinte artistique, c'est un thème qui revient depuis le début dans ta carrière. Mm-hmm. Et c'est aussi en partie pour ça que tu n'as pas fait de collaboration pour le moment. Est-ce que tu estimes l'avoir trouvé aujourd'hui? Ouais, je pense que j'aperçois un peu plus quelle est quelle empreinte artistique je peux laisser. Je l'aperçois. Donc, enfin, pour répondre à ta question, je m'en rends compte un peu plus aujourd'hui parce qu'on a fait un énorme travail avec ma team pour vraiment essayer de trouver mon identité, essayer de comprendre qu'est-ce qui me plaisait et être au plus juste de ce que je voulais délivrer comme message. Et aujourd'hui, je pense que
J'arrive un peu plus à jouer avec mes propres codes. Mais ça se découvre, tu vois. Et je me souhaite d'évoluer encore, donc je me souhaite de me découvrir encore et de m'expérimenter, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Je capte, t'inquiète. Et quel conseil tu donnerais à un jeune artiste qui cherche à se lancer? Franchement, d'être sincère. Franchement, de se laisser guider par ce sursaut de kiff, quoi, tu vois. Tu fais un truc... Ah, tu sais, si t'as ce truc-là, genre le... Ah, c'est que c'est... Normalement, c'est que c'est bon, tu vois. Creuse là-dedans, tu vois. Et juste fais-toi kiffer, en fait. Écoute ce que t'aimes, regarde ce que tu kiffes, et en fait, à un moment donné, ça va te nourrir. Et quand tu vas te retrouver à créer, tu vas logiquement faire ce que t'aimes. Et si tu te laisses guider par ton intuition tu vois, une sincérité dans ta démarche et le kiff, quoi, normalement, t'es bon, quoi. Après, le reste, on s'en fout. Enfin, pour moi. On ne devrait pas se poser des questions de « je dois ressembler à quoi ?» Même si on se pose cette question tout le temps quand t'es artiste, c'est hyper compliqué parce qu'on doit tout le temps se comparer et tout. Je pense qu'il faut vraiment essayer de juste être proche du kiff et de ce qui nous fait kiffer nous. Et puis si c'est bien, et puis si c'est pas bien, bah tant pis, quoi. Je sais pas. Et est-ce que toi, t'as déjà pensé à changer ce qui te faisait kiffer pour répondre à un standard ou à un style qui n'était pas le tien? De ouf. Et c'est le piège. C'est le piège, parce qu'on nous compare beaucoup, tu vois. Les artistes, on se compare nous-mêmes face à d'autres. Et puis les autres aussi nous disent « Ah, tu ressembles vachement à ceci. Ce que tu fais, ça me fait penser à... » Et en fait, c'est une phrase qui est anodine, tu vois. Mais quand tu travailles H24 sur ton projet, tu te dis « Ah merde, si cette personne, je ressemble à cette personne, est-ce que j'ai un mérite d'exister, tu vois? Est-ce que j'ai le mérite d'exister, tu vois ?» Et du coup, ça peut être des questions hyper compliquées à gérer. Donc, on essaie du coup de se dire bon, mais si cette personne fait ça, du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse ça? Et en fait, moi, je trouve que c'est comme ça qu'on se perd et qu'on oublie de kiffer, quoi. Donc toi, pour trouver ton empreinte, il y a quelqu'un qui t'a accompagné depuis longtemps. C'est Wendy Milton. Ouais. J'aimerais savoir quel rôle il joue dans ton processus de création depuis le début. C'est mon binôme, c'est ma moitié artistique complète, quoi. On s'est rencontrés, il est martiniquais aussi, il a grandi à Paris, donc là-dessus on a des points en commun. Il était à Paris pour faire le conservatoire, mais tu vois, beaucoup plus jeune que moi. Mais on a des influences vachement... On se retrouve vachement dans nos influences. Et il m'apporte toute une dimension que je ne pourrais pas avoir toute seule. Lui, il produit mes chansons, il m'aide vraiment à structurer tout mon univers, mon propos. Et on est vraiment à deux sur la musique, quoi. Tu vois, je chante, j'écris, je compose. Lui, il compose, il produit, il arrange. Enfin, vraiment à nous deux, on a essayé de créer cet univers. En tout cas, ma musique aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est si j'avais pas rencontré Wendy, tu vois. Et en plus de ça, j'ai vu que tu prenais des cours de chant. Est-ce que c'est récent ou t'en prenais déjà depuis longtemps? Non, j'ai commencé à chanter vraiment un peu toute seule, avec voilà. Et j'ai cherché des profs de chant, mais j'arrivais pas à trouver des profs qui me correspondaient forcément. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon coach, qui je fais des gros bisous, parce qu'il m'a bien compris et il m'aide à chanter, à utiliser ma voix en gardant mon timbre. Et comme je chante vachement avec une voix un peu soufflée, ça peut être un peu dangereux pour les cordes vocales. Et donc, du coup, souvent, ça m'arrivait souvent de chanter, et plus je chantais, plus je perdais ma voix, ce qui est terrible, finalement. Et aujourd'hui, voilà, il m'aide vraiment à utiliser ma voix en essayant de garder, entre guillemets, ma signature. J'espère. Et du coup, est-ce que la technique, c'est quelque chose d'important pour toi ou c'est vraiment plutôt au service du message que tu veux transmettre? C'est vraiment au service du message. Après, quand on est chanteur, on a un peu cet ego de vouloir faire des belles notes et trucs. Et en fait, souvent, on se rend compte que ça peut pas être plus fort que l'émotion. Ça peut pas être plus fort que l'émotion. Et si on pense à la technique, on n'est plus dans l'émotion. Donc, ouais, pour moi, l'émotion primera toujours. Ouais. Et donc, à tes débuts, tu faisais des clips de cover. Ouais. Pourquoi tout cet investissement pour, entre guillemets, des simples covers? Et comment ton entourage y voyait ça? Je fatiguais beaucoup mon entourage. Mais les clips de cover, ouais... c'était une manière pour moi de réaliser mon rêve
sans me confronter à forcément toute la complexité que c'est de l'intérieur, enfin, d'IP, tu vois, sur soi. Parce que finalement, quand tu te mets à écrire, en fait, le truc qui est cool avec des covers, c'est que tu chantes des chansons de d'autres personnes, en fait. Le travail, il est quasiment tout fait. Donc on peut faire un peu la star sans y mettre tout le travail derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais en fait, c'était une manière pour moi de faire à la fois de l'image, de réaliser des clips, réaliser de l'image, quoi, tout en chantant. Parce que j'avais l'impression que écrire allait être un frein pour moi, tu vois. Si j'écrivais des chansons, parce que je reviens vraiment de loin, genre au départ, je pensais pas du tout que j'étais capable d'écrire des chansons. Et pour moi, si je devais écrire des chansons pour réaliser les clips, pour moi, je me disais, je ferais jamais les clips, en fait. Tu vois? Je dis, bon, vas-y, je fais directement ce que je kiffe. Et en fait, pour mon premier EP, il a fallu que j'écrive. C'est ce que j'ai fait. Et je regrette absolument pas. Et aujourd'hui, ce qui est un peu paradoxal, c'est que je fais quasiment plus de covers du tout. et voilà. Du coup, pour revenir au visuel, même ton premier clip, Lost, il a été réalisé à l'iPhone. Je suis lost et pas habitué. Toute la nuit qu'au soft et comme mélodie. Je vous l'avoue, je suis saoulée de faire la dupe en jupe. Je fais la poupe, maintenant non. Faut que j'essaye encore. Je suis posée, ouais. Posée dans la boîte, mes limites. Je me refuse encore de l'avouer. Mais j'en vais valser dans ces mêmes mauvaises idées. Est-ce que toi, t'as toujours eu un peu cet esprit de débrouillardise quand tu crées de l'art en général? Ouais. Moi, j'aime bien cette idée que on n'a pas besoin de grand-chose pour faire des trucs cool, tu vois. Mais c'est un truc que j'essaie de me rappeler parce que souvent, on peut complexer de ne pas avoir le bon matériel ou les bonnes choses et tout, tu vois, pour avancer. Et en fait, si ce que tu fais, c'est cool, c'est sincère, c'est... Peu importe peu importe ce que tu vas avoir dans les mains, tu vois. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai essayé de me dire à moi-même avec Lost. C'est que j'avais pas forcément les moyens d'avoir une équipe, du matos de ouf. Et je me suis dit, si je suis bonne dans ce que je fais, mon clip à l'iPhone, il va fonctionner, tu vois. C'était un peu un pied de nez, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je donne tout. Et vas-y, hein, s'il est nul, il est nul, tu vois. Mais s'il est bien avec un iPhone, c'est que je suis pas trop mauvaise. Du coup, est-ce que c'est un peu aussi pour ça que tu t'es lancée en indé plutôt que de signer dans un label ou... Oui. Parce qu'en fait, alors c'est pas pour ça, mais l'idée, c'était surtout de pouvoir être sûre d'être libre dans ce que je fais. Moi, c'est toujours la liberté, en fait. J'ai envie d'être libre. J'ai pas envie qu'on me dise quoi faire, même si c'est plus relou, hein. Même si c'est 100 fois plus relou, tu vois, de pas avoir une maison de disques qui te pouponne un peu et qui te mâche le travail. Qui te mâche le travail, qui te dit quoi faire, qui te met dans des conditions optimales. Moi, ce choix d'être indépendante, c'est pas non plus un choix facile. Il faut trouver des gens qui veulent bien nous aider, parce qu'on peut quand même pas faire ce métier-là tout seul. Mais j'ai l'impression que du coup, que les rencontres que l'on fait sont plus sincères. Parce qu'on est dans la galère, en fait. Donc, l'objectif, c'est de faire des trucs trop beaux, trop cool, dans une très bonne ambiance. Donc finalement, on rencontre pas beaucoup de personnes, mais quand on les rencontre, c'est vraiment cool, quoi. Et donc après ces premiers clips, tu sors une série de morceaux, un son comme ça. Fais pas quand on pleure, ça veut dire que ça passe. Mais je suis comme ça, ouais, je suis comme ça, mais c'est comme ça. Ouais, je suis comme ça, ouais, je suis comme ça, mais c'est comme ça. Ouais, je suis comme ça, ouais, je suis comme ça, mais c'est comme ça. Un peu dans le même esprit que les freestyles des rappeurs ou quoi. C'était quoi l'objectif derrière ça? En fait, on était en confinement. J'avais sorti mon premier morceau, donc du coup Lost, 2 jours avant le confinement, le gros confinement. Okay. Donc frustration au max. Et je me suis dit, vas-y, je peux pas arrêter de faire des sons, quoi. Et comme j'avais envie de faire des jolis clips pour mes chansons, de mon EP qui était prêt à cette époque, tu vois, je me suis dit, il faut que je continue à faire de la musique. Et toujours cette idée de pas avoir envie de faire des covers. J'avais envie de me dire, non, mais il faut que je continue à délivrer des trucs de moi, quoi. Et je me suis dit, toujours la débrouillardise, vas-y, si on fait un son comme ça donne quoi?
Parce qu'au départ, j'ai appelé Wendy, je lui ai dit, vas-y, ça te dit, on fait des freestyles. Il m'a répondu, non. Il m'a dit, t'es pris pour une rappeuse. Et je lui ai dit, bon, vas-y, du coup, on appelle ça des sons comme ça. Parce qu'un freestyle, c'est ça, en fait, c'est un son comme ça. Bon, vas-y, on va en faire des sons comme ça. Et du coup, pour rigoler, on les a appelés comme ça, finalement. Et le premier son s'appelle comme ça. Et les clips, on les a fait aussi de la même manière, quoi. On s'est dit, vas-y, et puis on balance, quoi. Et puis on s'est dit, vas-y, on n'a pas la contrainte d'avoir une direction artistique forcément claire. On sort, quoi, on sort des sons. Et voilà, dès qu'on avait une petite cam qui traînait, un truc, on se dit, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On a quoi à disposition? Ok, comment on peut faire un petit clip sympa? Et voilà, quoi, on faisait tout nous-mêmes. Du coup, qu'est-ce que ça t'a fait de passer du coup de clips faits avec les moyens du bord à des grosses équipes, du gros matos C'est un truc qui s'est fait au fur et à mesure parce que ça reste encore de la débrouillardise en fait, même si là les caméras sont plus jolies. Ça reste des gens qui ont des bons plans, tu vois, en vrai. Okay. Donc ça donne l'impression que c'est grave produit et tout, mais en vrai, c'est les mêmes personnes qui galèrent derrière. Hein. C'est vraiment les mêmes, tu vois. C'est moi qui fais le café et tout, je suis là en galère et tout. Mais en fait, à force d'avoir sorti des clips toute seule, entre guillemets toute seule, parce que j'avais quand même des gens qui me suivaient, mais vraiment des toutes petites équipes, avec vraiment les moyens du bord, il y a des réalisateurs qui avaient bien aimé ce que je faisais. Et en fait, du coup, on a co-réal des clips après. Donc eux, ils m'ont apporté un peu leur équipe à eux, leur matos et tout. Et ça nous a permis de pouvoir faire des choses un peu plus grandes, de rêver un peu plus grand, tu vois. Y a une phrase que tu aimes bien dire, c'est OK d'être KO. Et tu joues déjà sur cette opposition avec ton nom sur Insta, etc. Et je trouve que ça traduit quand même une certaine transparence avec ton public, où tu n'hésites pas à dire quand ça va pas. Est-ce que pour toi, c'est important pour un artiste d'être transparent sur ça, justement? Dans la musique, ouais. Dans la vie perso, c'est un peu plus compliqué, parce que quand on voit un peu comment ça peut se passer sur les réseaux sociaux, la totale transparence, je pense que ça peut devenir aussi hyper dangereux. Donc, pas mentir, mais pas tout dire non plus, je pense. Mais dans l'art, dans une démarche artistique, selon moi, oui. C'est hyper important d'être transparent sur ses émotions, d'être honnête, tu vois. C'est comme ça que je le vis, moi. Et du coup, est-ce que faire de la musique, c'est un moyen pour toi de préserver ta santé mentale, ou au contraire, ça te pèse encore plus? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. La musique, pour moi, c'est être OK avec ses chaos, tu vois. C'est pouvoir passer à autre chose. C'est faire du beau avec du moins beau. Et donc, en ça, c'est cool. Mais ça reste quand même un métier de zinzin, tu vois. Donc, des fois, je me dis, si je faisais un métier plus simple, quand même, ça serait... Je dormirais mieux le soir, tu vois. Mais c'est pas ta passion. Mais c'est ça. Donc, j'aurais fait un autre métier, j'aurais peut-être pas été plus heureuse. Donc, en fait, pour moi, c'est ça, c'est être OK avec ses chaos, c'est une sorte de... C'est un truc qui tourne, en fait, pour moi. On est KO, on est OK. Voilà, c'est la vie. Donc, logiquement, ton premier EP, il s'appelle KO. On a 6 titres dessus. Ça fait presque 1 an qu'il est sorti aujourd'hui. Quel bilan tu fais un peu de ce projet? C'est un projet qui m'a... J'ai grave évolué depuis ce projet. J'avais besoin de le faire. Au départ, je ne pensais pas l'appeler KO, tu vois. Il fallait que je le crée. Et en fait, il est venu comme ça. Et j'ai essayé d'épingler un peu toutes les choses qui me rendaient KO, sans m'en rendre compte. Et en fait, le truc qui revenait, c'est que, en fait, ouais, OK, tout ça m'a mis KO. Et vas-y, et si je passe à autre chose? Donc je me suis dit, vas-y, j'affronte un peu tout ça. Et voilà, ça a donné des chansons, ça a donné cette EP. Et je me suis rendu compte que juste après... en fait, ce qui était marrant, c'est que j'avais des thèmes qui revenaient tout le temps, et même dans ma vie de tous les jours, tu vois, où je me disais... j'arrivais pas à passer à autre chose, dans mes relations amoureuses, ma relation avec moi-même, ou mes parents, ou peu importe. Et à chaque fois dès lors que j'écrivais une chanson sur le thème qui me travaillait, j'arrivais à passer à autre chose. Et en fait, à un moment donné, on a fait plein de chansons. Il y en avait plein qui se traitaient du même thème. Et à un moment donné, je commençais à faire des chansons beaucoup plus chill, tu vois. Je me suis dit, on est passé à autre chose, tiens. Tu vois. Je me suis dit, est-ce que là, je suis pas OK maintenant? Ça y est? Du coup,
Parce que les chansons n'ont plus rien à voir. Elles sont toujours un peu mélancoliques, mais elles sont plus aussi teintées de ce truc un peu dur, tu vois. Et c'est là que cette espèce de thème, tu vois, d'être OK avec ses chaos, m'est venu un peu sur la tête. Je me suis dit, ah, OK, c'est ça la vie, en fait. C'est dès que ça va pas, t'acceptes que ça va pas, t'affrontes un peu le truc, et là, tu peux passer à autre chose. Et d'ailleurs, le hockey KO, c'est un peu se faire face. Quand tu regardes un KO, K-O et O-K, il y a un côté un peu effet miroir, tu vois. Et finalement, c'est se faire face, vraiment face à un miroir. Tu te regardes dans le miroir, tu te dis, ça va pas, oui, non, et t'avances. Donc c'est un peu... ta musique, c'est un exutoire, mais sans forcément te rendre compte, ou ça te permet directement d'avancer après? C'est ça, en fait. J'essaie de pas trop réfléchir. J'aime bien me laisser surprendre parce que ce qui est au fond, un peu, tu vois. Et puis après, on essaie de voir comment on met ça dans une œuvre pour les autres, tu vois, pour les gens. Parce que l'idée, c'est que... Enfin, moi, je trouve que la musique, c'est cool si c'est un peu égoïste au début, mais il faut pas que ça reste égoïste. Il faut qu'à bout d'un moment, que ça puisse rencontrer des gens et que les gens puissent comprendre ce que tu as à dire. Donc ça reste quand même l'objectif au final. Et j'ai remarqué que dans tes morceaux, on retrouve souvent le champ lexical de l'espace, donc les étoiles, la lune, le soleil, les comètes. Est-ce que c'est volontaire de ta part? Alors, c'était pas volontaire au départ. Pareil, hein, c'est venu assez naturellement. J'ai tout un imaginaire qui s'est créé autour de ça. Et en fait, tout a commencé en fait, avec une rupture où, en fait, j'ai eu une métaphore un peu chelou de me dire c'est fou, il y a ce mec-là, il m'a quand même promis la lune. Et au final, je suis juste tombée de haut, en fait. Et j'aimais bien cette idée, tu vois. Donc j'en ai fait une chanson qui s'appelle Apollo. Je ne décroche plus depuis que je t'ai vu. Je veux la lune, et tu le sais. Je suis dans la lune, je ne sais plus ce que je vaux et là où je vais. Je tombe de haut, je tombe de haut, je tombe de haut, je tombe de haut. Ouais, je tombe de haut, je tombe de haut, je tombe de haut. Et de me dire, un peu me dire, ouais, bon ben, vas-y, bébé, je te promets la lune. Et en fait, pas du tout. D'ailleurs, les mecs qui te disent « je te promets la Lune », c'est les plus gros enfumeurs, d'ailleurs. Et ça m'a fait penser à la mission Apollo 13, tu vois. Mission sur la Lune, et finalement, bah, vas-y, on retourne sur Terre. Donc, et pour moi, une désillusion amoureuse, on n'en meurt pas, a priori. Mais c'est toujours douloureux. Mais c'est très douloureux. Et moi, j'avais bien aimé un peu cette métaphore-là. Et je me suis dit, tiens, j'ai cru pendant longtemps que mon objectif, c'était de viser la Lune, qu'un homme me décroche la Lune pour moi, alors qu'en fait, déjà, c'est pas le mec, en fait, mon objectif. Peut-être la Lune, mais pas le mec. Et du coup, je vais la décrocher moi-même. Pas grave, tu vois. Et l'idée, c'est j'ai essayé de parler un peu de tout ça dans mon EP avec Apollo. Et dans Tempo, j'étais dans juste après cette rupture, j'ai vraiment fait cette introspection, tu vois. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui va pas? Et si on essaie de comprendre. De temps en temps, mon étoile sombre. Quand je passe mon temps à me morfondre. De temps en temps, mon étoile sombre. Même dans le noir, je me fais de l'ombre. Mais je m'éclipse enfin. Et quand on est un peu en dépression ou quoi, il y a vraiment cette sensation d'immobilité. Et de voir le temps passer, d'être un peu derrière une fenêtre et de regarder le temps passer, les jours passer, et de se dire, qu'est-ce que je fais? Et j'aimais bien cette idée de pouvoir constater tout ça, ce qui se passe derrière la fenêtre, tu vois. Alors qu'en fait, la tempête, elle est à l'intérieur. Et ce champ lexical, en fait, de la météo, finalement, tu vois, ça m'a grave inspirée. Donc déjà, dès la sortie, tu parlais d'une suite à cette EP. Est-ce que tu peux nous en dire plus aujourd'hui ou pas encore? Je peux en dire un petit peu, ouais. C'est un double EP. Ok. Donc le deuxième EP répond au premier. Dis donc, on se demande comment il va s'appeler le deuxième. Mais ouais, l'idée c'est de pas rester sur KO finalement. On veut pas rester KO. On veut aller mieux. C'est l'idée, ouais. C'est ça, c'est cool quand même. Donc, on est déjà à la fin de l'interview. Donc je vais te demander, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
de faire un Bercy un jour. On espère. Et est-ce que tu pourrais poser une question aux internautes pour qu'ils y répondent en commentaire? Waouh, une question? Ça peut être très général, sur ta musique, sur la vie en général, quelque chose qui n'a rien à voir. Waouh. Bah, j'aimerais bien savoir comment les gens gèrent leur chaos. Comment ils font quand ils sont chaos? Très bonne question. Merci beaucoup, Colline. Merci à toi. Trop cool. Nickel.